5 leviers concrets pour faire décoller vos marges. Alors, y a-t-il des gens qui ont une entreprise ici ce soir? Je vois qu'il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui ont une entreprise ici ce soir? Bien, je vois qu'il y a une autre partie de l'Assemblée. Merci à vous. Bravo, bravo déjà d'avoir consacré du temps ce soir pour parler de sujets qui vont vous permettre, directement ou indirectement, d'aborder ces notions de développement d'entreprise. Donc vraiment, bravo et félicitations à vous. Et je crois qu'on peut commencer par s'applaudir tous très fort. Alors, ces 5 leviers concrets pour développer vos marges, je vais vous les présenter. N'ayez crainte, ça va venir. Mais avant ça, j'ai besoin de vous faire quelques présentations supplémentaires. Alors, j'ai essayé de me lancer dans le mannequinat. Ça n'a pas duré très longtemps, je vous rassure. Mais quelques années après ça, j'ai découvert par hasard un vieil appareil photo. Il appartenait à mes grands-parents et mes grands-parents voulaient le jeter, s'en débarrasser. Il ne fonctionnait plus. Ils m'ont dit, il est trop vieux, il ne fonctionne plus, il est trop vieux, on va le jeter. Alors, j'avais 8-9 ans, peut-être 10 ans. Ça ne me semblait pas être une raison suffisante pour ne pas fonctionner que d'être trop vieux. Déjà à l'époque. Et mes grands-parents, eux, ils étaient vieux et ils fonctionnaient. Ah, on est d'accord. Donc j'ai cherché au-delà. J'ai pris l'appareil photo, j'ai démonté l'appareil photo. Vous savez que quand on démonte un appareil photo, on se retrouve avec un certain nombre de pièces en face de soi. Un obturateur, un capteur, un déclencheur, des engrenages. Voilà, tout un tas de pièces. Alors, je remonte au temps jadis. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de mode d'emploi, donc je me suis retrouvé devant ça. Mais j'ai essayé de comprendre le lien entre les pièces, la relation qu'il pouvait y avoir entre les engrenages, les différents supports, les vis, le nombre de vis. J'ai débloqué quelques mécanismes, j'ai nettoyé les pièces, j'ai remonté l'ensemble, et paf, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, la confiance que vous avez en moi, c'est dingue, quoi. Mais si, il fonctionnait, enfin. J'ai réparé cet appareil photo. Alors, de ça, je retiens plusieurs choses. Déjà que votre confiance est limitée. Pourtant, Paul nous a expliqué tout à l'heure que la confiance était quand même un point important. Autre chose, j'ai retiré de ça la conviction que quand on croit en quelque chose, ça finit par se produire. Et à l'inverse, quand on croit que ça ne va pas se produire, quand on croit que c'est impossible, eh bien ça ne se produit pas. Alors, ce proverbe le résume mieux que moi. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Petite anecdote toute simple, mais qui m'avait déjà amené, dans mon enfance, à cette conclusion qui façonne un petit peu la façon dont je fonctionne. J'aime bien définir, analyser, reprendre, comprendre ce qui lie les choses les unes aux autres pour que l'ensemble fonctionne. Alors j'aime bien que les choses fonctionnent. Quand on regarde les entreprises, il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a peut-être des points de blocage, des points de dysfonctionnement, ou simplement des choses, des mécanismes dans votre propre entreprise, dans vos propres entreprises, qui ne fonctionnent pas aussi bien que ce que vous aimeriez qu'elles fonctionnent. En français, dans le texte. Parfois, les clients ne sont pas fidèles, ou vous demandent de baisser vos prix. Parfois, il est difficile de trouver les bonnes personnes. Il y en a même certains qui ne veulent pas travailler, on a l'impression. Parfois aussi, le marketing coûte cher et ne rapporte pas grand-chose. On peut se retrouver en tant que chef d'entreprise devant des challenges, aussi bien des difficultés que des opportunités. À nous de savoir transformer ces points de blocage, ces dysfonctionnements, en opportunités. Parce que globalement,
ça concerne toutes les entreprises. Un des éléments qui m'a marqué depuis que je me suis lancé à mon compte en 2010, c'est que quand je rencontre un chef d'entreprise qui m'explique que ça ne marche pas, juste derrière, il me dit « mais c'est normal parce que j'en ai parlé autour de moi et c'est pareil pour tout le monde ». Vous avez, hein, je sens que là, il y a des émotions un peu fortes qui surgissent. Donc si vous trouvez le moyen d'avoir des clients fidèles qui vous payent le bon prix, le moyen de créer du sens, de le partager avec l'équipe, de constituer une équipe de rêve et de travailler votre marketing, vous allez prendre une longueur d'avance, mais phénoménale sur vos concurrents. Phénoménale. On a parlé des difficultés que vous pourriez rencontrer. Si jamais vous avez vous-même identifié ces difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul. Et j'aimerais faire un petit tour d'horizon du côté de la Haute-Garonne. En Haute-Garonne, vous savez qu'il y a à peu près 62-63 000 entreprises. Tout le monde avait ces chiffres-là en tête, bien entendu. Voilà. 54 000 ont moins de 5 collaborateurs, 5 salariés pour les entreprises. Et quand on regarde les entreprises qui ont plus de 20 salariés, eh bien on a même quasiment 1,5%, un peu plus, 1,6, 1,7% des entreprises qui ont plus de 20 salariés. Ça veut dire que quand on se lance dans une entreprise, elle ne décolle que très, très, très rarement. Et en plus, quand on regarde ce qui se passe sur les 5 premières années, il y en a 80% qui font faillite. Donc si on prend ces 54 000 entreprises qui ont entre 0 et 5 salariés, 80% des entreprises qui font faillite, on a une masse colossale d'entreprises pour lesquelles il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. Forcément quelque chose qui fait que la vie du chef d'entreprise, la vie personnelle du chef d'entreprise est profondément impactée. Parce que quand une entreprise ne fonctionne pas, qui c'est qui compense? Allez, ceux qui connaissent une personne qui possède une entreprise, est-ce que vous avez une idée sur qui c'est qui compense quand l'entreprise ne fonctionne pas? Le chef d'entreprise. Merci. Autre chose, en Haute-Garonne, quand on regarde, alors ce sont des chiffres de l'INSEE, hein, quand on regarde du côté de la création des entreprises, ça augmente. Bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça augmente en particulier depuis 2017. On le voit ici. Jusqu'à 2016, on était à peu près à 12 000 entreprises créées par an. Depuis 2017, ça monte. 17 000, 21 000, 23 000, 31 ou 32 000, je crois, en 2021. Avant, on avait un nouveau concurrent tous les 5 ans. Maintenant, on a un nouveau concurrent tous les ans. Au rythme où ça va, on se dit qu'en 2037, toute la population de la Haute-Garonne aura son entreprise. Pardon ? Moi non plus, mais bon, ceci dit, les chiffres sont là quand même. Donc, perspective. L'idée, c'est de ne pas rester dans la situation des entreprises qui coincent. C'est de trouver les clés. Alors, pour trouver les clés, moi, j'aime bien regarder du côté de ce qui fonctionne. Si ces 98% des entreprises ne dépassent pas 5 salariés, que cette pression concurrentielle s'accentue, bien, il y a aussi une autre étude qui a été conduite d'ailleurs par Harmonie Mutuelle, qui nous dit que 39% des dirigeants travaillent plus de 60 heures par semaine. Alors, est-ce que les entreprises ne fonctionnent pas parce que les dirigeants travaillent trop, ou est-ce que les dirigeants travaillent trop parce que l'entreprise ne fonctionne pas? Je vous laisse libre de votre opinion. Mais à bien y réfléchir, ce n'est pas si évident que ça. Que font les 2% d'entreprises qui réussissent? Que des choses évidentes. D'ailleurs, ce soir, je ne vais vous donner que des choses évidentes. Vous allez repartir en vous disant « bon sang, mais c'est bien sûr ». Mais c'est chouette. Que font les 2% d'entreprises qui réussissent? Elles satisfont pleinement leurs clients de manière rentable. C'est évident, ça. Elles trouvent les bonnes personnes et les managent correctement, pour qu'elles restent. Et enfin, elles font du marketing et du commercial efficace qui leur permet de développer une clientèle idéale.
C'est un peu à l'opposé des clients qui ne sont pas fidèles, etc., etc., etc. Ça vous rappelle quelque chose? Non, non, non. Les entreprises qui réussissent satisfont pleinement leurs clients de manière rentable. Elles trouvent les bonnes personnes et les managent correctement et elles font du marketing et du commercial. Et vous, comment vous structurez votre marketing pour pouvoir faire en sorte que votre entreprise fonctionne? Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une clientèle. Vous avez déjà des clients? Alors peut-être pour quelques cliniques des patients, mais sinon, on va dire des clients. Donc vous avez déjà un certain niveau de succès et ce que je vous propose ce soir, bien, c'est d'aller un peu plus loin. Et je vais vous présenter cette approche simple des 5 leviers concrets pour augmenter vos résultats. En quoi ça consiste? On va voir. C'est que de la mécanique. C'est de la mécanique que moi j'utilise avec mes clients. Il y en a quelques-uns qui sont cachés ici dans la salle. Vous pourrez leur poser des questions. Et si je donne quelques résultats, ça pourra illustrer un petit peu la puissance d'un outil tout simple. J'ai travaillé avec Laurent qui avait une entreprise de serrurerie, 1,3 million de chiffre d'affaires et 60 000 € de pertes quand je l'ai rencontré. Ça a été un déclencheur. L'année suivant l'année de coaching, 1,9 million de chiffre d'affaires, donc on a pris plus 600 000 et on est passé à 100 000 € de bénéfices. La position était un petit peu plus confortable. Lionel, expert comptable, 1,2 million de chiffre d'affaires, 80 000 € de résultats d'exploitation. On est passé à 1,4 million, une toute petite augmentation, pas énorme, mais on a considérablement travaillé la rentabilité. On est passé à 300 000 € de résultats d'exploitation. Si je prends la moyenne de mes clients, de manière transversale, ça fait une augmentation du résultat d'exploitation moyen de 120 000 € à peu près. Alors il y a des entreprises qui, voilà, 300 000 € de chiffre d'affaires, il y en a qui font 3 millions, donc c'est une moyenne, mais ça donne quand même une idée. Avec cet outil tout simple, tout bête, et en fait il est tellement bête que la plupart des chefs d'entreprise passent à côté. Ils disent non, ça c'est trop bête, forcément. Mais ça permet d'augmenter vos résultats de 61%, et je vais vous en faire la démonstration ce soir. Et ce n'est que de la mécanique. C'est un peu comme cet appareil photo, même si j'avoue, j'en ai fait un petit peu toute une histoire. J'ai monté un truc comme ça en épingle, mais un appareil photo, c'est un boîtier, un capteur, un obturateur, un déclencheur, et puis c'est tout. Une fois qu'on a compris comment fonctionne un appareil photo, on a compris comment fonctionnent tous les appareils photo. C'est pareil pour les entreprises. Quand on a compris comment fonctionne une entreprise, on a compris comment fonctionnent toutes les entreprises. Parce que toutes les entreprises sont identiques. On est d'accord? Ce soir, on a des gens du bâtiment, on a des gens du commerce, on a des gens même pour des cliniques, on a des gens dans le conseil. On a quand même un panel d'activités, d'entreprises qui sont particulièrement variées. Est-ce que toutes les entreprises n'ont pas besoin de trouver des clients? Est-ce que vous n'avez pas besoin de trouver des clients? Trouver des clients rentables? Est-ce que vous n'avez pas besoin que ces clients reviennent? Est-ce que vous n'avez pas besoin de leur fournir une prestation satisfaisante, suffisamment satisfaisante, pour qu'ils acceptent de payer le juste prix? Non? Oui. Donc en gros, toutes les entreprises sont identiques. Vous avez les mêmes problématiques. Bon, je sens bien que ça coince quelque part. Pourtant, toutes les entreprises ont besoin de clients à qui elles vendent des prestations satisfaisantes et rentables. Toutes. Mais bon, d'accord. Il y a quand même des différences entre les entreprises. Parce qu'une entreprise, c'est le résultat de ce que vous avez en tête. C'est même le résultat de ce que vous avez dans les tripes. Et c'est ça qui fait qu'une entreprise, la vôtre, est forcément différente d'une entreprise du même secteur d'activité, voire même du même secteur d'activité de la même ville. Prenez les plombiers, par exemple. Je connais des plombiers qui sont rapides, qui sont à l'heure. Je connais des plombiers qui sont en retard. Je connais des plombiers qui sont absents. Je connais des plombiers qui sont présents. Et qui sont même
trop souvent présents. Ce sont pourtant des plombiers, mais ils n'ont pas la même entreprise. Donc d'accord, vous avez raison. Votre entreprise est unique parce qu'elle est le reflet de ce que vous avez entre les deux oreilles. Elle est le reflet de qui vous êtes. Donc les entreprises sont à la fois identiques et uniques. Et alors? Eh bien, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on aborde la partie commune à toutes les entreprises et qu'en entretien individuel, on aborde en tête-à-tête les spécificités de votre activité, de votre entreprise. C'est offert, c'est cadeau. Pour prendre la partie commune à toutes les entreprises, d'où vient votre bénéfice? Est-ce que vous avez une idée d'où vient? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bénéfice? Est-ce que vous avez déjà vu passer un bénéfice? Oui, quand même. Alors, d'où il venait ce bénéfice? Du chiffre d'affaires. Un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires multiplié par un taux de marge. Tout simplement. Et le chiffre d'affaires, il venait d'où ce chiffre d'affaires? Les clients, panier moyen. Alors voilà, il me semblait que vous étiez brillant. Un chiffre d'affaires, c'est un nombre de clients qui viennent un certain nombre de fois réaliser un achat, une vente pour vous, et qui dépensent une certaine somme, un panier moyen. Donc quand on multiplie le nombre de clients par le nombre de transactions et par le panier moyen, on obtient le chiffre d'affaires. Et le nombre de clients, il vient d'où? Des contacts. Des contacts. Qu'est-ce qui se passe avec ces contacts? On les transforme. On aime bien transformer les contacts. Donc effectivement, le nombre de clients vient d'un nombre de contacts que vous allez convertir. C'est de la mécanique. C'est ce qu'on appelle le châssis des affaires. Le petit écueil que les entreprises font souvent, que les chefs d'entreprise font souvent, c'est qu'elles connaissent bien, ou ils connaissent bien, le nombre de clients, le chiffre d'affaires et le bénéfice, mais ce ne sont que des résultats. On ne peut pas agir directement sur le nombre de clients, on ne peut pas agir directement sur le chiffre d'affaires, on ne peut pas agir directement sur le résultat. D'où l'intérêt des 5 leviers qui sont en amont, parce qu'on peut augmenter le nombre de contacts, parce qu'on peut améliorer la façon de faire du commercial pour convaincre les personnes que notre prestation est effectivement celle qui lui convient. On peut agir sur chacun de ces 5 leviers. Dès lors qu'on utilise le châssis des affaires, on reprend le contrôle de son marketing et de son entreprise. Prenons un exemple. Vous avez 2000 prospects. Je ne vous dis pas sur quelle période, c'est à vous de le fixer. Ça peut être sur la journée, ça peut être sur la semaine. Je vois qu'il y en a qui pâlissent. Ça peut être sur l'année, peu importe, c'est votre situation. Ça peut être sur 10 ans, vous pouvez aussi prendre une période plus longue. Un constructeur de maisons individuelles, il ne va pas construire une maison tous les ans pour son client, sauf dans de rares cas. Donc la période est peut-être plus longue. Donc là, on est à 2000. Alors ce ne sera pas des maisons vu le prix du panier moyen, mais imaginons. Un prospect sur 2 est séduit par votre offre et achète. Ça nous donne un taux de conversion de 50%. Ça nous donne combien de clients? 1000. Qui dépense 200 € en venant 2 fois sur la période, ça fait 400 000. Si on a 5% de marge, ça nous donne quoi en bénéfice? 20 000. Très bien. C'est ça. Vous avez compris la mécanique. Donc, comment on va faire maintenant pour faire évoluer chacun de ces 5 leviers concrets qui vous permettront de faire décoller vos marges? Ça vous rappelle le titre de la conférence. Comment fait-on pour faire tout ça? Il faut commencer par augmenter le nombre de contacts. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour augmenter le nombre de contacts dans votre activité, dans votre entreprise, dans votre structure? Des salons? Bien. Quoi d'autre? Réseaux sociaux? Quoi d'autre? Les avis clients? Du BNI, donc la recommandation professionnelle. Oui, quoi d'autre? C'est tout? Vous relancez d'anciens clients? Oui. Ça coûte 6 fois moins cher de faire revenir un ancien client que d'en trouver un nouveau. Parrainage? Prospection? Représentation? OK. Pardon? Réseau d'anciens? Achat de fichiers?
Quoi d'autre? Vous voyez qu'il existe pléthore de moyens. Et encore, je suis sûr que vous en oubliez. Vous pouvez faire de la publicité. Journaux, radio, affichage, etc. Vous pouvez faire des alliances stratégiques, construire des alliances stratégiques. Quand vous prenez un billet de train, on vous propose de louer une voiture à l'arrivée ou de réserver une chambre d'hôtel. Une alliance stratégique est constituée à partir d'entreprises qui ont les mêmes clients que vous, mais qui ne font pas les mêmes prestations. Il y a une sorte de complémentarité. Vous pouvez faire de la prospection, des enquêtes, vous pouvez participer à des salons, donc vous avez dit tout ça. Vous pouvez être présent sur Internet, faire de l'affichage, de la signalisation sur les véhicules, sur les 4x3, vous pouvez conduire des séminaires. Vous pouvez donner des prospectus, distribuer des prospectus, envoyer des brochures ciblées à des prospects bien identifiés, bien qualifiés. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, un certain nombre de stratégies que nous pouvons mettre en place dans les entreprises pour améliorer le nombre de prospects qui viennent. Et très fréquemment, dans les entreprises, une bonne partie des clients vient par le bouche à oreille que vous n'avez pas cité. Parce qu'effectivement, le bouche à oreille n'est pas une stratégie volontaire. En fait, vous subissez le bouche à oreille. C'est très bien quand vous en avez, mais si vous n'avez que ça, quand il y en a, c'est bien. Et puis quand il y a des périodes creux, eh bien, vous vous retrouvez avec un creux et l'obligation d'aller chercher des clients. Donc effectivement, on a un certain nombre de tactiques possibles, de stratégies, de possibilités pour aller chercher et maîtriser son flux de prospects. Et quand on le fait, il est intéressant de garder à l'esprit eh bien, que ce qu'on cherche, ce sont des prospects idéaux pour constituer une clientèle idéale. Il est plus facile d'entretenir de bonnes relations avec un client idéal qu'avec un client épouvantable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Je préfère. Alors, qui est votre client idéal? Pourquoi est-il votre client idéal? Comment est-il votre client idéal? À quoi on reconnaît votre client idéal? Donc ça aussi sont des sujets sur lesquels vous avez tout intérêt à travailler, à réfléchir pour pouvoir le formaliser et le partager aussi avec vos équipes, avec vos partenaires, avec vos alliances stratégiques éventuelles. Mais qui est votre client idéal? Et le point de départ d'un marketing efficace et ciblé. Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de l'entreprise de vos confrères ou concurrents? Eh bien, ça va se définir aussi à travers la vision, la mission, les valeurs, le positionnement de l'entreprise. En quoi vous allez impacter positivement le monde de demain. C'est ça la vision d'entreprise. La mission d'entreprise, c'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour arriver à ce résultat. Aussi utopique soit-il, peu importe. L'idée, c'est d'avoir une destination, un phare dans la nuit qui nous guide, qui guide l'équipage. La mission, c'est le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Et le positionnement, c'est ce qui vous différencie de vos concurrents. Donc ça se construit aussi, tout ça. Qui a construit tout ça déjà dans son entreprise? Très bien, très bien, très bien. OK, deuxième levier. Vous vous souvenez du deuxième levier? Le deuxième levier, c'était le taux de conversion. Tout à fait. C'est marqué au tableau. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer le taux de conversion dans vos entreprises? Qu'est-ce que vous faites? Du coaching. Des avis clients. Du harcèlement. Pardon? Coup de boule? Ça peut. Mais pas trop fort parce que sinon on perd le prospect. Voilà. Merci. Quoi d'autre? Les remises. Quoi d'autre? Le ciblage. Oui. Quoi d'autre? Des aides? Rénovation énergétique, on monte les dossiers à la place des clients. Effectivement, ça facilite la conversion. Retour d'expérience, à faire gagner, à faire perdu, apprentissage. Analyse des noms. Des noms N-O-N. OK, très bien. Eh bien, vous l'avez dit, ciblez, donc définissez votre client idéal. Clarifiez la PUV, la proposition unique de vente, c'est-à-dire votre positionnement. Ce n'est pas le fait de vendre un seul produit, c'est le fait d'avoir un ensemble de caractéristiques qui vous rend unique et différent de vos concurrents. Ça aide aussi
À partir du moment où vous vous adressez aux bonnes personnes, c'est-à-dire votre client idéal, et qu'il comprend en quoi vous êtes différent de vos concurrents et qu'il a tout intérêt à venir chez vous, forcément, il va accepter votre offre plus facilement. Retravaillez votre garantie. Les garanties sont là pour rassurer vos prospects sur ce qui les inquiète. Donc, est-ce que vos garanties portent bien sur ce qui inquiète vos prospects? Est-ce que vos garanties portent bien sur vos points forts? Est-ce que vos garanties portent bien sur les faiblesses de vos concurrents? C'est aussi un outil à notre disposition pour améliorer le taux de conversion, les garanties. Faites parler vos clients, vous l'avez évoqué avec les témoignages. La formation, le coaching, on l'a évoqué aussi. Formez-vous, formez vos vendeurs. Améliorez tous les points de contact que vous avez avec vos prospects. À partir du moment où quelqu'un cherche une information qui pourrait avoir un lien, un rapport avec votre activité, vos biens, vos produits, vos services, jusqu'au moment où il est prêt à signer votre offre, il y a un certain nombre de points de contact avec ce prospect. Eh bien, professionnalisez votre démarche commerciale pour faire en sorte que chaque point de contact soit un point de contact enthousiasmant pour le prospect. Écrivez des scripts. Vous rentrez dans un magasin de vêtements, souvent, vous savez, on vous pose la question, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous répondez une fois sur deux ou 2 fois sur 3? Non. Voilà. Donc le script, est-ce que je peux vous aider, n'est pas un bon script. A l'inverse, si vous mettez en place un script qui dit « Bonjour, est-ce que c'est la première fois que vous venez dans notre magasin ?» Oui. Ben alors dans ce cas, venez avec moi, je vais vous expliquer en 30 secondes où trouver les principaux éléments et comment vous allez pouvoir vous repérer dans le magasin. Donc vous voyez, c'est ça le script. Donc ça aide à convertir. Revoyez vos documents marketing. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dépoussiérés? Est-ce qu'ils ont besoin d'être modernisés? Refaites le logo, peut-être tous les 5, tous les 10 ans. Testez et mesurez. 80% des stratégies marketing échouent. Quand on dit que le marketing ne marche pas, c'est normal, c'est l'essence du marketing. Les grandes agences de pub font moult tests avant de lancer une pub à la radio, à la télé, etc. Parce que effectivement, ça coûte cher et globalement, la plupart du temps, ça échoue. Donc on fait des tests petite échelle et quand ça fonctionne, on étend. Donc le marketing, c'est quelque chose qui se construit. On ne sait jamais faire le marketing. On apprend à mettre en place et à construire et à faire évoluer des stratégies dans son entreprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais assez rapidement, on devient vite meilleur que son concurrent. C'est ça l'avantage. Une fois que vous avez augmenté le nombre de clients, qu'est-ce que vous faites avec ces clients? La Java, une sortie au resto, Stade Toulousain. On les fidélise. Effectivement, on va faire en sorte d'augmenter leur valeur à vie. La valeur à vie, c'est l'ensemble des revenus que ce client vous a apportés. Si c'est votre client pendant 3, 4, 5, 30 ans, et pendant 3, 4, 5, 30 ans, il aura dépensé une certaine somme d'argent chez vous, ce sera sa valeur à vie. On peut prendre tout ce qu'il a dépensé ou on peut prendre la marge qu'il vous a laissée, une fois qu'on a enlevé le coût des marchandises, par exemple, etc. Mais peu importe, l'idée, c'est d'avoir une idée de combien vous rapporte un client. Donc, on va mettre en place des stratégies pour augmenter cette valeur à vie, ce qui revient à travailler à la fois sur le nombre de fois que le client vient vous voir et sur la somme d'argent, le montant qu'il dépense chez vous à chaque fois qu'il vient vous voir, c'est-à-dire le panier moyen. Oui? Oui? Donc, vous pouvez mieux connaître votre client idéal. Il y a une sorte de thème non, sur le client idéal ce soir. Parce que mieux vous connaissez votre client idéal, plus vous allez lui proposer et faire évoluer aussi votre gamme de produits, de biens, de services pour répondre à ses besoins. Voire lui proposer des produits complémentaires, élargir votre gamme. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place. Vous pouvez créer un kit membre pour valoriser vos meilleurs clients, faire en sorte qu'ils se sentent faire partie d'une communauté quelque part. Quelqu'un qui a un Mac, qui achète Apple, il sent qu'il fait partie d'une communauté. Il sent ça parce que les autres le regardent avec mépris. Fournissez plus que ce que vous avez promis. Un poil plus, pas trop, hein, mais un poil plus. Ça surprend, ça fait plaisir et ça aide aussi à fidéliser. Définissez les moments où il est important d'impressionner vos clients, au même titre que vous regardez tous les points de contact avec vos prospects. Mais une fois que la personne a acheté, à quel moment il peut être important de faire quelque chose pour renforcer la relation que vous avez avec lui. Mettez de l'humain
dans votre marketing et dans la relation client. Amenez les clients à monter sur l'échelle de la fidélité. Tout le monde est familier avec ce concept. Et mettez de l'humain dans votre marketing, je viens d'en parler. Tout le monde est OK sur l'échelle de la fidélité? L'échelle de la fidélité, c'est une façon de classer votre marché, de segmenter votre marché. Dans votre marché, il y a des gens qui pourraient potentiellement vous acheter vos biens, vos produits, vos services, sauf que là, en ce moment, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont même pas pensé qu'ils pouvaient en avoir besoin. Donc ce sont des suspects. Ce qu'on entend par suspect. Les gens qui sont là ne demandent qu'une chose, en fait, eux, ils ne demandent rien, mais vous ne demandez qu'une chose, c'est qu'ils deviennent des prospects. C'est-à-dire des gens qui se mettent en quête d'un produit, d'un bien ou d'un service que vous pourriez leur fournir. Et quand ils sont prospects, eh bien, vous essayez de vous faire connaître et après de les convertir pour qu'ils deviennent acheteurs. Un acheteur, c'est quelqu'un qui a acheté une fois chez vous. Ce n'est pas parce qu'il a acheté une fois chez vous que vous l'avez conquis pour la vie. C'est en général un coup d'essai. Quand il s'agit d'acheter une maison, c'est un coup d'essai qui prend du temps. Mais ceci dit, il peut après en parler à d'autres. Donc, un client, c'est quelqu'un qui va commencer à venir 2, 3, 4 fois. Avant ça, il est encore vous êtes à l'épreuve quelque part. Ensuite, un client qui est revenu plusieurs fois, c'est là où vous allez mettre en place un certain nombre d'éléments, des cartes de fidélité peut-être, un kit membre pour qu'il ait l'impression de faire partie d'une communauté avec des ventes privées, voilà, un certain nombre d'éléments qui lui seront réservés. Et à partir d'un certain moment, vous aurez un tel relationnel avec ce membre, eh bien, qui va en parler tout autour de lui et que ça va devenir votre meilleur vendeur. C'est ce qu'on va appeler un ambassadeur. Donc pour améliorer la valeur à vie de vos clients, vous allez mettre en place un certain nombre de stratégies pour aider les personnes à monter les échelons de l'échelle de la fidélité. Ça vous parle? Si vous essayez de les faire grimper trop vite, ils risquent de se casser la figure. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous le demandez en mariage, il y a de fortes chances que vous obteniez un non. Donc l'idée, c'est ça, c'est quand vous allez professionnaliser votre marketing, votre commercial, vous allez avoir conscience et connaissance de où en est la personne en face de vous pour savoir comment l'amener à l'échelon supérieur. Une excellente suggestion, investissez. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre taux de marge? Vous aimeriez bien le savoir. Hein. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre taux de marge? Alors que font vos concurrents pour améliorer leur taux de marge? Ils achètent en plus grande quantité. Ils achètent moins cher. Ils digitalisent. Quoi d'autre? Ils mettent en concurrence les fournisseurs. Quoi d'autre? Ils augmentent les rendements. OK? Quoi d'autre? Ils baissent leurs charges. OK. Donc en gros, ils baissent les coûts. Ils peuvent aussi se séparer des clients C et D. Qu'est-ce que c'est que ça, un client C et D? Dans votre base client, on pourrait dire qu'il y a à peu près 4 catégories de clients. Il y a les très bons clients, il y a les clients standards, il y a les clients difficiles, c'est les C, C comme difficile. Et il y a les clients D, ils sont très très difficiles. Ils mériteraient un C+. Voilà, et bien quand on prend conscience de ça, ou connaissance de ça, ça aide aussi à réorienter la clientèle. Cher monsieur C, nous avons modifié nos procédures toujours dans l'optique d'une meilleure satisfaction client. Il s'avère qu'à partir de désormais, nous attendons aussi certains changements de votre côté. En l'occurrence, payer à l'heure, vous mettez les choses au point. En général, il y en a 3 sur 4 qui disent si c'est ça, je m'en vais. Eh bien tant mieux. Parce qu'avec quel type de client vous passez le plus de temps? Avec ceux-là. Et quand vous passez du temps avec un client, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. C'est bien embêtant parce que c'est autant de temps en moins que vous consacrez à vos clients A et vos clients B. Voilà, c'est ce qu'on entend par se séparer des clients C et D. Vous pouvez assurer des formations à l'équipe aussi. Plus vous allez faire monter votre équipe en compétences, plus vous allez gagner en productivité. Bien, connaître ses prix de revient, c'est très bon.
ça va dans la lignée de négocier, baisser les prix d'achat, etc. Mais dans certaines entreprises, déjà rien que le fait de les connaître, ça permet déjà de commencer à améliorer les choses. Faire bien du premier coup, vous aviez pas pensé ça, faire bien du premier coup. C'est bien, c'est que vous êtes déjà dans cette situation-là. Vous pouvez rejoindre un groupement d'achat, systématiser la routine, humaniser les exceptions. Ce n'est pas la peine de réinventer les choses. S'il y a des processus qui se mettent en œuvre dans votre entreprise souvent, eh bien vous les standardisez pour faire gagner du temps à l'équipe. Et vous vous consacrez sur les choses qui sont plus anormales. Vous externalisez ou vous faites vous-même. C'est deux optiques opposées, mais dans certains cas, c'est l'un, et dans d'autres cas, ce sera l'autre qui va vous faire gagner de l'argent. Vous identifiez, vous soignez les zones de non-qualité, vous faites contrôler les factures, vous arrêtez la publicité qui ne fonctionne pas, etc., etc., etc. Donc il y a plein de pistes à prospecter pour améliorer votre taux de marge. Ça vous va? Est-ce que vous pensez qu'en appliquant quelques-unes des stratégies qu'on a vues sur chacun de ces 5 leviers, on va pouvoir augmenter les résultats? Oui? Est-ce que vous pensez que 10% c'est raisonnable? 10% d'amélioration de chacun de ces 5 leviers. Hein, on va essayer de voir ce que ça donne. Moi, ça me semble raisonnable. Je vois qu'il y en a 2-3 qui hésitent. Les autres sont fondamentalement d'accord. Si on augmente de 10% nos 2000 prospects, parce qu'on a mieux ciblé, on a fait de la publicité, on a fait du harcèlement. Non, le harcèlement, ce sera pour le taux de conversion. Donc 10%, ça nous donne combien? 2200, très bien. Taux de conversion, 10% de plus, ça nous fait 55, merci. Ça nous donne 1210 clients, on a augmenté le nombre de clients, bingo. Si on augmente de 10% nos 2 achats sur la période, ça nous donne 2,2 et 200, vous voyez facilement qu'on va passer à 220. Ça nous fait 585 000 € de chiffre d'affaires. Et si on augmente de 10% notre taux de marge, ça nous fait 5,5, bravo, ça nous fait 32 000 € de bénéfices. Bon sang. J'ai l'impression qu'en fait, ça nous fait augmenter le chiffre d'affaires de 46% et le résultat de 61%. C'est un peu la promesse que je vous avais faite, non? Imaginez ce qui pourrait se passer chez vous, ce que vous feriez si vous augmentiez comme ça de 46% votre chiffre d'affaires. Peut-être 61% votre bénéfice, mais ça peut être plus. Il ne faut pas se limiter. Donc fixez un rendez-vous individuel avec moi. Je n'attends que ça. Mon âme d'enfant rêve de jouer avec votre appareil photo. Donc prenons rendez-vous. Merci à vous pour votre attention. Et on va se retrouver un peu plus loin pour la suite du cocktail.